L'Afrique, c'est comme cette belle femme qui a beaucoup de prétendants. Tout le monde veut l'avoir pour lui. Mais cette femme doit être la femme la plus intelligente, jouer son jeu et défendre ses propres intérêts. Ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie, ni personne sur cette terre ne sera le messie des Africains. Le seul messie des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a changé de stratégie. Avant, il n'y avait que les têtes, les pères de l'indépendance et les chefs d'État qui luttaient contre ces colonisateurs. Qu'est-ce que la France ou les Occidentaux ont fait? C'est-à-dire ils ont essayé d'éliminer toutes ces têtes-là. C'est comme le serpent, quand on coupe la tête du serpent, le reste, ce ne reste qu'une corde. Et avant que le pays forme une autre tête, un autre leader, comme je dirais Patrice Lumumba ou Thomas Sankara et j'en passe. C'est-à-dire le pays restera beaucoup de temps dans le coma. Il faut des années pour pouvoir former des hommes ainsi. La stratégie que la nouvelle génération a prise, c'est quoi? Donc, au lieu, de, au lieu que ce soit seulement nos élites, on a transféré cette lutte dans la société civile. C'est-à-dire la lutte ne serait plus entre des têtes, mais aussi le bas. Il faut former la société civile. Et je vous donne l'exemple, par exemple, de Kémy Seba, ce qui fait Kémy Seba, une grande salutation fraternelle à mon très grand frère et cher frère Kémy Seba, à Nathalie, mais à beaucoup de panafricanistes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de s'aimer ces idées dans la tête de la société civile, de la tête de la jeunesse africaine. Donc, ça serait un soulèvement populaire. Soit ça passe, soit ça casse, puisqu'ils ne vont pas quand même tuer toute la population africaine. À toutes et à tous, bonjour ou bonsoir. Ravi de vous retrouver encore sur TLR TV pour un nouveau numéro. Droit de savoir que je vous invite d'ailleurs à liker et à partager pour nous aider à vulgariser l'information et à parfaire notre référencement. Au milieu de cet échange, le panafricanisme, quelle stratégie face à la menace franco-américaine? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Amin Maïga. Vous êtes activiste panafricaniste et entrepreneur malien. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Christian Parrain, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie, monsieur Maïga, et merci de votre disponibilité. Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, en tout cas, soyez les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin et merci d'avoir fait ce bon choix. Je vous invite également à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines productions. Monsieur Amin Maïga, la menace contre les défenseurs de la liberté et la souveraineté de l'Afrique est de plus en plus croissante. Une sorte de coalition semble avoir vu le jour entre la France et les États-Unis pour tenter probablement de dissuader ou simplement de faire taire les panafricanistes. Vous le savez comme moi, Nathalie Yamb et Kémy Seba, deux grandes figures du panafricanisme, viennent d'être blacklistés par le secrétariat d'État américain. Quelle analyse pouvez-vous faire de ces menaces? Eh bien, moi, mon analyse sur la menace qui pèse sur les panafricanistes, je pense que ce qui me concerne moi seul, que c'est normal. Ces menaces et ces persécutions sont les prix à payer. Mais les menaces ne me dérangent pas, surtout quand on sait de qui viennent ces menaces. Ces menaces viennent de ces mêmes persécuteurs, ces mêmes exploiteurs, ces mêmes colonisateurs et ces mêmes paternalistes qui veulent tenir Afrique sous leurs mains. Donc, rien ne les arrange. Le fait que les panafricanistes se mettent ensemble, d'essayer de défendre leur souveraineté, d'essayer de défendre leur dignité, défendre leur liberté, c'est quelque chose qui dérange. Il faut le dire parce que c'est comme ça dérange. Donc, ça ne fait que ces menaces ne fait que nous donner raison en tant que panafricanistes, faire montrer la vraie face de ces prétendus défenseurs des droits de l'homme, montrer qu'on est sur le bon chemin
plus que jamais. Donc, on ne peut que se réjouir de ces menaces, surtout quand ils viennent de nos ennemis, parce que ce ne sont pas nos amis. Et en tant qu'ennemis, on s'en fiche mal de ce qu'ils disent de nous. Ce qui nous concerne, nous, en réalité, ce qui pense notre population de nous. Et le peuple est très content, est très, très content des panafricanistes. Alors, tout le monde sait, évidemment, vous aussi probablement, que les dictateurs installés dans les anciennes colonies françaises sont souvent invités et continuent d'ailleurs à prendre part à certains sommets, voire même des forums organisés par la France. Et d'ailleurs, dernièrement, ce sont les acteurs de la société civile qui avaient été invités par le président français Emmanuel Macron. Mais curieusement, depuis que certains activistes africains ont commencé à prendre, il faut le dire, part à, disons, au sommet Russie-Afrique ou à certains forums organisés par la Russie, voilà, ils sont devenus la cible du courroux de la France et des États-Unis. Qu'est-ce qui peut expliquer ce deux poids, deux mesures? Bon, ces deux poids, ces deux mesures s'expliquent très clairement, ça s'explique par la politique française qui consiste à mettre des dictateurs, leurs pions, au sommet de nos États. Et cette fois-ci, quand ils ont essayé de changer, Emmanuel Macron surtout, qui se croit très, très stratège, qui a essayé de changer de stratégie, là, il s'est approché de la société civile. En réalité, la société civile qui sont la plupart des gens cooptés. Donc, la Russie, le sommet Afrique-Russie, excusez-moi, ces activistes qui sont invités par la Russie ne sont pas cooptés. Ils ne mangent pas dans la même assiette que la France. Donc, ça ne les arrange pas. Même s'il ne faut pas être naïf, la Russie aussi, c'est une guerre. La Russie est en guerre avec l'Occident. C'est une guerre d'influence. L'Afrique, c'est comme cette belle femme qui a beaucoup de prétendants. Tout le monde veut la voir pour lui. Mais cette femme doit être la femme la plus intelligente, jouer son jeu et défendre ses propres intérêts. Ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie, ni personne sur cette terre ne sera le messie des Africains. Le seul messie des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. Mais si la Russie est un bon allié, sur qui on peut s'appuyer et combattre nos ennemis, pourquoi pas? Bienvenue. Tout est bon pour combattre l'ennemi. Donc, pour moi, c'est comme si, j'étais une caillou dans l'eau. Ça ne me dit rien. Tout ce que la France ou l'Occident peut dire de nos alliés ou des amis qui sont prêts à nous aider dans ce combat, en réalité, tout ce qu'il dit l'Occident, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je ne les crois pas. Je n'ai pas besoin de leurs leçons, ni de leurs leçons de morale de vie, surtout. Mais est-ce que cela veut dire également que, en dehors de la Russie, les Africains peuvent se tourner aussi vers la Chine ou d'autres puissances, pas seulement la Russie, parce que là aussi, il y a, je crois, un aspect qui semble peser, où tout le monde se pose finalement la question, mais pourquoi ces activistes vont vers la Russie et non vers d'autres puissances? Qui parle de la Russie parle aussi de la Chine, parce que la Russie et la Chine sont des alliés. Et non seulement parce qu'ils sont des alliés, mais la Russie est un allié très, très ancien. C'est un allié de très longue date. Lors des luttes pour l'indépendance, les prétendues indépendances, la Russie, qui était l'ancien URSS, a financé beaucoup des organisations qui luttaient pour les indépendances. Donc, c'est comme une sorte de coutume. Donc, c'est une question d'habitude. Les pères d'indépendance, le père des indépendances, on se sent tourné vers la Russie pour pouvoir obtenir leur prétendue indépendance. Et les activistes panafricanistes d'aujourd'hui ne font que suivre le chemin qui a été tracé par ces pères d'indépendance, surtout les panafricanistes, donc qui ont mis une base
Et cette base, on essaie de les développer. Il s'agit juste de ça. Mais quand même, l'Afrique reste ouverte à tout un partenaire qui est prêt à travailler avec les Africains comme des partenaires, mais pas des paternalistes, ni des Oui, Monsieur colonisateurs. Maïga, maintenant que la menace, elle est là, vous l'avez constaté et tous, nous la voyons, quelle stratégie ou quelle réponse donner contre ces menaces? La réponse à donner contre ce menace, c'est de répondre aussi. C'est-à-dire, c'est de répondre coup par coup. Tout coup qui sera lancé contre nous, on va riposter. On riposte différemment. On riposte par des manifestations dans la rue, à leur montrer au monde entier qui ils sont en réalité. Donc voilà. Est-ce que cela veut dire qu'on peut s'attendre d'ici là, finalement, à une organisation, par exemple, des manifestations dans tout le continent africain, par exemple, au même moment? Bien sûr, c'est sur ça qu'on est en train de travailler là, d'essayer de nous coordonner, d'essayer d'organiser une manifestation simultanée sur tous les quatre coins du continent. Alors, vous avez probablement aussi constaté hein, que toute forme de combat pour la liberté ou la souveraineté de l'Afrique semble être très mal perçue par le couple franco-américain, il faut dire comme ça, parce qu'évidemment, ceux qui se sont manifestés, c'est bien la France et les États-Unis. Même quand vous dites qu'il s'agit de répondre par, vous avez dit les manifestations, la communication, dénoncer, mais est-ce que cela est suffisant pour faire reculer la menace? Cela n'est pas suffisant pour faire reculer la menace, quand même. Sinon, ça serait quand même reculé parce que nous avons passé beaucoup de temps à faire ça. Mais quand même, ça, c'est des signes très, très forts qui, qui essaient quand même de nous Parce forcer. que n'oublions pas que ça fait quand même pratiquement 60 ans que les Africains dénoncent ces menaces et il y a eu d'ailleurs des grandes figures africaines qui ont péri comme ça parce qu'ils ont voulu défendre l'Afrique. Et donc, il y a longtemps qu'on dénonce cela. Et voilà pourquoi moi je pose et j'insiste sur la question de savoir si les seules manifestations, les communications, les interventions sur les plateaux de télé suffisent pour faire reculer la menace. Mais en fait, les manifestations, les dénonciations sont faites par la société civile. Ça fait, comme vous avez vu, après les pères d'indépendance qui ont été quand même, qui ont été, la plupart qui ont été assassinés, c'est comme si le message, en réalité, le message, c'est ça. C'est-à-dire, on a changé de stratégie. Avant, il n'y avait que les têtes, les pères d'indépendance et les chefs d'État qui luttaient contre ces colonisateurs. Qu'est-ce que la France ou les Occidentaux ont fait? C'est-à-dire, ils ont essayé d'éliminer toutes ces têtes-là. C'est comme le serpent, quand on coupe la tête du serpent, le reste, ce ne reste qu'une corde. Et avant que le pays forme une autre tête, un autre leader, comme je dirais Patrice Lumumba ou Thomas Sankara et j'en passe, c'est-à-dire le pays restera beaucoup de temps dans le coma. Il faut des années pour pouvoir former des hommes ainsi. La stratégie que la nouvelle génération a pris, c'est quoi? Donc, au lieu, de, au lieu que ce soit seulement nos élites, on a transféré cette lutte dans la société civile. C'est-à-dire la lutte ne serait plus entre des têtes, mais aussi le bas. Il faut former la société civile. Et je vous donne l'exemple, par exemple, de Kémy Seba, ce qui fait Kémy Seba, une grande salutation fraternelle à mon très grand frère et cher frère Kémy Seba, à Nathalie mais à beaucoup de panafricanistes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de s'aimer ces idées dans la tête de la société civile, de la tête de la jeunesse africaine. Donc, ça serait un soulèvement populaire. Soit ça passe, soit ça casse, puisqu'ils ne vont pas quand même tuer toute la population africaine. Donc, il ne reste que de céder, ils vont céder. Et ça, j'en suis sûr. Il n'y a même pas de discussion sur ça, il n'y a même pas de débat. On commence à avoir des signes très forts.
Ok, merci. Passons donc au volet immigration, un sujet qui cristallise d'ailleurs les débats en Europe avec en toile de fond l'arrivée du navire de sauvetage Ocean Viking, interdit d'ailleurs d'accoster en Italie avant d'être autorisé en France. Voilà qui fait qu'aujourd'hui, le torchon brûle entre la France et l'Italie. Mais dans un premier temps, je vais vous proposer donc ce reportage que nous allons suivre ensemble et on revient sur le plateau pour la suite. Suivez. Pendant plusieurs jours, le sort de l'Ocean Viking a été suspendu à des décisions politiques et l'otage de polémiques au sein des pays européens. Mais le navire humanitaire a finalement eu le feu vert des autorités françaises pour un amarrage vendredi sur le port militaire de Toulon. À son bord, 234 migrants, dont 55 mineurs, secourus en mer il y a environ 3 semaines. Des migrants qui ont pour la plupart fui la Libye. Les autorités françaises ont pris la décision, à titre exceptionnel, de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien. Entre Paris et Rome, le torchon brûle. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni est accusé de ne pas respecter ses engagements internationaux et le droit maritime. Il prévoit que les personnes secourues en mer soient débarquées dans le port le plus proche. Mais l'Italie s'y est refusée, estimant une fois de plus qu'elle n'a pas apporté seule le fardeau des migrants. Interrogée par France 24, la responsable de l'ONG SOS Méditerranée France estime que les dirigeants européens ont failli à leurs obligations. Ce temps politique qui n'en finit plus, ces négociations sans fin, alors que des gens sont limite de mourir sur un bateau. Il y a des enfants qui appellent à l'aide et on ne les entend pas. Et donc, c'est cette absence de coordination, de capacité de nos États européens à se coordonner, à mettre en place enfin un système qui fonctionne. Et la situation ne semble pas prête de s'arranger. La France vient de suspendre en riposte l'accueil prévu cet été de 3500 réfugiés, actuellement pris en charge par l'Italie. Voilà, vous venez de suivre avec moi Monsieur Amin Maïga. Vous êtes en Espagne, il faut le préciser. Alors, les Européens se renvoient donc la responsabilité de le recevoir et on accuse d'ailleurs l'Italie d'avoir violé ses engagements. Alors qu'il y a quelques mois encore, 8 ou 9 mois, nous avons vu la solidarité européenne quant à recevoir les migrants, les Ukrainiens, j'allais dire. Et là, tout le monde s'est précipité et s'est engagé à recevoir ces migrants. Mais curieusement, quand il s'agit des Africains, on se pose mille et une questions au point même d'interdire à un navire d'accoster parce qu'il serait porteur des migrants. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Ce comportement que les Européens affichent face aux Africains n'est pas nouveau. Ce comportement n'est pas nouveau. Et nous nous attendons pas à une autre chose. Et un Africain qui va s'attendre à la compassion, à l'amour ou disons à la pitié de l'Europe, il peut rêver. Ça n'existe pas. L'Occident ou les Européens ne nous ont jamais aimés et ils ne vont jamais nous aimer. Il y a plus de 400 ans que cette situation continue. C'est la même situation qui continue, mais de différentes formes. Parce que la guerre que l'Afrique a subie, ce n'est pas seulement la guerre économique, même si ça demeure un facteur très important. La plus grande guerre que nous, les Africains, ont subie est la guerre psychologique d'abord. Cette manière de montrer aux Africains qu'on n'a pas besoin de vous chez nous, vous n'êtes pas la bienvenue, on préfère d'autres que vous, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Ces migrants qui partent de l'Afrique, qui sont dans ces bateaux, mais c'est les mêmes Occidentaux et les mêmes Européens qui les poussent à sortir. C'est les multinationales occidentaux qui nous obligent à quitter nos terres pour pouvoir les exploiter. Et une fois qu'on arrive ici, il y a l'extrême gauche qui est aussi paternaliste, qui s'est fait bonne conscience et qui envoie les bateaux à repêcher les Africains. En réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pour accentuer le dumping, le processus du dumping social.
ces mêmes migrants qu'on voit en Italie travailler dans les champs de tomates, qu'on les paye des misères. Donc, je dirais que il y a aussi une guerre. Il y a une guerre entre l'extrême gauche et l'extrême droite. C'est une bataille qui mène entre eux et que les immigrés ne sont que des boucs commissaires. L'extrême droite qui nous utilise, nous, les immigrés, comme des boucs commissaires, c'est-à-dire tous les problèmes, c'est nous. En réalité, c'est une guerre qui se passe entre eux. Et c'est des irresponsables, leur irresponsabilité politique, ils sont incapables d'assumer leurs responsabilités et tout tombera quand même sur les immigrés. Oui, mais dans le même temps, on a entendu, lorsque le président Emmanuel Macron était au Cameroun, dire que les Africains étaient des hypocrites simplement parce que ils n'affichaient pas leur position ou ils ne s'alliaient pas aux Occidentaux qui soutenaient ou qui soutiennent encore l'Ukraine. Et aujourd'hui, on constate très bien que ces mêmes alliés, bien sûr, de l'Ukraine, qui sont donc en partie la France, pour ne citer que la France et les États-Unis, sont les mêmes qui posent des réels problèmes contre, évidemment, j'allais dire, l'immigration, beaucoup plus africaine, parce que finalement, les autres peuvent passer sans problème. Au lieu de vous dire que les Africains sont des hypocrites, c'est les Occidentaux qui sont des lâches. C'est des lâches parce qu'ils se cachent derrière l'Ukraine et ils utilisent les Ukrainiens de faire une guerre contre Poutine, contre la Russie, qu'ils ne sont pas capables de l'affronter en tant que tel. Ce n'est peureux. Ils ne peuvent pas l'affronter en tant que tel. Ils essaient d'utiliser les pauvres Ukrainiens. Et c'est la même politique. Nous, on est habitués à ça. C'est juste l'Ukraine qui est je dirais, la politique qu'ils utilisent en Ukraine, c'est les Ukrainiens qui ne comprennent pas. Nous, les Africains, nous, on a compris ça depuis l'ère de temps. Nous, on est nés dans cette politique, on a grandi dans cette politique. De cette manière d'essayer d'utiliser les autres pour faire leur guerre. Donc, notre position est très claire. Notre position est très claire. Nous, on n'a aucun problème, surtout les panafricanistes, nous, on n'a aucun problème avec ni l'Ukraine, ni avec qui que ce soit. Nos seuls problèmes, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Donc, c'est Emmanuel Macron surtout, et ses alliés, c'est eux nos problèmes, et les États-Unis surtout. Bien voilà, Monsieur Amin Maïga, je rappelle que vous êtes un activiste panafricaniste et vous êtes homme d'affaires malien. Je vais vous proposer, puisque vous êtes parmi ceux qui ont organisé une manifestation pour dénoncer évidemment le drame de Melilla, on va suivre donc le reportage sur le drame de Melilla et on revient sur ce plateau pour évidemment avoir votre réaction. Suivez. Près de 3 semaines après la tragédie au cours de laquelle plusieurs dizaines d'exilés sont morts en tentant d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, un rapport marocain a mis hors de cause les forces de l'ordre marocaines ce mercredi après avoir conclu à des morts par asphyxie lors de bousculades. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, l'organisme officiel chargé d'enquêter sur les lieux après le drame, a confirmé la mort de 23 migrants à la suite de la tentative de passage vers Melilla. Certaines ONG espagnoles avancent quant à elles le chiffre de 37 morts. La présidente du Conseil national des droits de l'homme a également déclaré qu'aucun corps n'a été enterré et qu'il a été décidé d'effectuer des autopsies pour déterminer les circonstances des décès. Après l'examen des cadavres, le docteur Adil El Seimi, ici à l'image, qui a pris part à la mission d'information du Conseil national des droits de l'homme, a dit privilégier la piste de l'asphyxie mécanique comme cause des décès. Il préconise toutefois d'attendre les résultats des autopsies qui sont toujours en cours. Concernant l'usage excessif de la violence de la part des forces de l'ordre, dénoncé par les Nations Unies, l'Union africaine et des ONG, le Conseil national des droits de l'homme a argué que la répression faisait suite au danger du nombre important de migrants armés de bâtons et de pierres. Le 24 juin dernier, environ 2000 exilés ont tenté de forcer le passage à la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla à partir de la ville marocaine de Nador. Ce drame migratoire est le plus meurtrier jamais survenu lors des tentatives de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta. Amin Maïga, vous venez de suivre ce deuxième reportage avec moi qui porte sur le drame de Melilla.
Au début, on nous a fait croire que c'était un accident, mais certaines enquêtes ont révélé que ça a été finalement des crimes bien organisés. Le drame de Meloli a été préparé, orchestré et prémédité. C'est-à-dire, ils font tout pour essayer quand même de réduire la population africaine. Cette population qui est une population très croissante, cette population qui est très jeune, et l'Europe se voit menacée. L'Europe se voit menacée par tous les moyens et sur tous les domaines. Quand on parle de l'Espagne, l'Espagne est un pays, la majorité de la population espagnole est vieillissante. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils font, ils utilisent l'Espagne et l'Italie, surtout l'Espagne, qui sont à la frontière, à la porte de l'Europe. Et les Italiens aussi et les Espagnols se sentent abandonnés par le reste de l'Europe. Et au lieu de, c'est des lâches, comme je venais de dire, c'est des lâches. Au lieu de s'apprendre aux Européens, mais c'est des lâches, ils sont incapables de les affronter. C'est les émigrés qui payent le prix. En essayant de les tuer, de les maltraiter à la frontière, de les humilier pour les décourager de venir. Et en réalité, en même temps, quand ils ne reviennent pas aussi, on les oblige à venir. Il y a aussi le Maroc. Le Maroc qui est un pays aussi qui n'est pas tellement, je dirais, deux poids, deux mesures. On ne sait pas si c'est un pays africain ou c'est un pays de l'Europe. Les Marocains qui appellent les immigrants les Africains comme si le Maroc était en Europe. On paye le Marocain. L'Europe a débouché 388 milliards, je crois, millions d'euros, je crois, en 2019 pour essayer de freiner les Africains. Et le Maroc, il se profite de la situation, il essaie de s'enrichir. Et il y a aussi le message d'essayer de nous diviser, parce qu'ils savent que quand on est unis, on est fort. Cette manière d'essayer de nous diviser, de monter les uns contre les autres, qui est une très ancienne méthode du colonisateur divisé pour régner, qui essaie de monter le Maroc contre nous, qui tue aussi les immigrés à la frontière. Parce que c'est de l'assassinat, il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je n'aime pas les tabous, c'est de l'assassinat. Et c'est ce qui a été dit. Après ce massacre, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a dit clairement à la télévision que les Marocains ont exercé dans les normes, dans la loi. Donc, le message qui est caché, c'est dire aux Africains, le message est que donc, on est là pour vous assassiner, que la loi est de vous tuer. Oui, mais évidemment, puisque vous parlez là des assassinats carrément, avec, disons, j'allais dire, avec la complaisance de la communauté internationale, entre guillemets, s'il existe encore. Mais quelles leçons tirer finalement par les Africains d'abord de ces assassinats? Parce que, comme vous venez de le démontrer, on se rend compte que c'est des choses qui sont connues de tout le monde, ce sont des assassinats qui sont connus, c'est des crimes contre l'humanité. Et malheureusement, la communauté internationale apparemment ne fait même pas attention à cela. Quelles sont les leçons ou quelles leçons tirées par les Africains face à ces drames, par exemple? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez la communauté soi-disant internationale. La communauté soi-disant internationale, ce sont ces mêmes qui sont en train d'assassiner les Africains. Donc, il faut qu'il y a quelque part, je crois que les Africains aussi, surtout, il faut qu'on essaie de nous positionner. Il faut qu'on essaie de prendre un chemin très clair, d'arrêter de chanter la même chanson que les ennemis, d'arrêter de dire et de répéter les mêmes choses que les ennemis. C'est-à-dire la communauté internationale, c'est des termes qui n'existent pas pour les Africains. La Cour de la justice, ça n'existe pas pour les Africains. Le droit de l'homme blanc, on dit le droit de l'homme blanc, le droit de l'homme, ça n'existe pas pour les Africains. Donc, c'est des structures qui sont organisées par eux et pour eux. C'est leur réalité. Nous, on n'a rien à faire avec ça.
Parce que quand ils organisent ces structures, ils ne nous consultent pas. Il faut dire les choses en tant que telles. C'est des paternalistes, c'est des 3-4 pays puissants qui s'organisent, ils mettent ce qu'ils veulent et puis viennent nous imposer. Et ça se passe dans tous les domaines. Parce que la réalité est là, on le voit. Et nous, nous sommes des Africains. Nous voulons de la cohérence et nous entendons qu'il y a quelque chose, nous attendons les choses pragmatiques. Il faut être pragmatique. Dans la pratique, dans la réalité des choses, la communauté internationale n'existe pas. Ça, c'est des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est là, on voit, on ne dit rien. Il y en a, j'en peux citer des milliers, des milliers, des milliers. Ça ne sert à rien de continuer à chanter la même chanson, dire la communauté internationale, droit de l'homme. Non. La leçon qu'on doit tirer dans ça, c'est de savoir que personne n'est avec nous. C'est-à-dire la communauté internationale, ni droit de l'homme, n'existe pas pour nous. Ni l'ONU, ni rien, ça n'existe pas pour nous. On doit s'organiser entre nous, essayer de créer des institutions fortes et faire face à notre destin et notre réalité. La leçon qu'on doit tirer, c'est de savoir qu'on a le destin commun. Parce que ceux qui meurent à la frontière, c'est nous qui savons que c'est un Congolais, c'est nous qui savons que c'est un Malien ou un Guinéen. C'est-à-dire le Marocain ou l'Occidental ou l'Espagnol sait que c'est noir et puis c'est noir, c'est un Africain, il s'en fiche mal. Donc nous, on n'est plus divisés entre nous que les diviseurs même. C'est l'Occident, c'est l'Occident qui nous a divisés. Ils ont divisé l'Afrique comme un gâteau en Allemagne. Mais eux-mêmes ne nous considèrent pas en tant que pays. Mais ces frontières utilisent dans nos têtes. Il est grand temps de faire face et de nous diriger vers une Afrique unie et fédérale. C'est la seule issue, c'est la seule sortie. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes parmi ceux qui ont organisé une manifestation pour dénoncer cela. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Enfin, je fais le 29 du mois passé, on a organisé une manifestation, une conférence et pour dénoncer le massacre de Mélélia. Non seulement le massacre de Mélélia qui était un parmi des milliers et des milliers et des milliers de massacres. On a fait des dénonciations, on a invité beaucoup des acteurs politiques, on a invité beaucoup de représentations des organisations des soi-disant droits de l'homme et de la société civile surtout, beaucoup de responsables, et on a dénoncé, on a montré notre indignation face à cette situation. Moi-même, personnellement, il y a 9 mois, plus ou moins, j'étais à Genève devant le Haut Commissariat des droits de l'homme pour dénoncer la violence qui se passe à la frontière entre l'Afrique et l'Europe, surtout la frontière marocain-espagnole. La maltraitance et l'inégalité que les réfugiés reçoivent ici, surtout en Europe en général et en Espagne en particulier. Les Ukrainiens, dès qu'ils arrivent ici, des millions et des millions étaient financés pour essayer de les intégrer et de les accueillir. Mais ils refusent de reconnaître les Congolais en tant que des réfugiés. Et le Congo compte plus de morts qu'à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si on est à 10 millions de morts au Congo. J'ai été persécuté et ces persécutions sont quotidiennes ici. Donc, c'est ce que j'ai dit et je vais répéter encore, que les Africains, il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on sache que notre destin est dans nos mains. On n'a pas d'amis, on n'a pas de défenseurs, on n'a personne. On est le seul à lutter pour notre liberté et on doit prendre nos responsabilités. Alors, Monsieur Amin, face à ces drames que vous venez d'ailleurs
de citer des jeunes Africains qui, par instinct de survie, il faut l'appeler comme ça, parce que quelqu'un me disait, mais comment se fait-il que ces jeunes prennent ces risques jusqu'à aller mourir dans la Méditerranée qui est devenue finalement un cimetière géant pour les jeunes Africains? Je lui disais, mais c'est un problème d'instinct de survie parce que finalement, ils ont tout perdu. Ils ne peuvent plus rien et alors là, ils sont obligés de tenter probablement la dernière chance. Et donc, face à tout cela, ces Africains qui, comme je l'ai dit, par instinct de survie, fuient la misère et les souffrances imposées à eux par des gouvernements fantoches, ça tout le monde le sait, pour aller mourir finalement dans la Méditerranée. Quelle approche pour mettre terme à ces dictatures en Afrique? La stratégie que nous en train de mener pour lutter contre ces dictateurs, c'est la stratégie de creuser le bas. C'est-à-dire, c'est comme, ils sont comme c'est comme une forme pyramidale. Le bas qui est la société civile, où on essaie quand même de les former, de les faire comprendre, parce que la majorité de la population africaine ne savent pas ce qui les arrive. Donc, les conscientiser que la seule manière d'essayer de lutter contre ces dictateurs, c'est un soulèvement populaire, on creuse le bas et que le haut, qui sont les dictateurs, restent comme des cailloux, des vulgaires cailloux. Ils tombent comme des vulgaires cailloux. On a vu ça au Mali, donc la société civile qui s'est mobilisée et faire tomber l'ancien président qui était l'un des pions de la France-Afrique en Afrique, la France-Afrique, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est après que les militaires sont venus et ils ont pris leurs responsabilités. Et ces militaires, c'est des panafricanistes. Donc, nous travaillons en amont, nous travaillons comme une équipe, c'est-à-dire nous travaillons dans la société civile et ils travaillent en haut, ils travaillent dans les grandes institutions, là où nous, on n'arrive pas, c'est-à-dire au sein des organisations, des organismes qui sont dirigés en réalité par les Occidentaux, tels que l'Union africaine, la CEDEAO, et aussi ils travaillent là-bas. Donc, on essaie quand même d'avoir beaucoup de terrain. Là, on a le Mali, on a la Guinée, on a le Burkina Faso. Ces trois qui sont coordonnés, ils travaillent en amont et nous voyons que les choses avancent. Et bientôt, ça sera d'autres pays encore. Donc, c'est comme ça qu'on va reconquérir toute l'Afrique et jusqu'à ce que nous récupérons notre Afrique. Alors, les migrants africains, ça aussi vous le savez, hein, sont souvent accusés de faire la misère des Européens, entre guillemets. Je vais donc vous proposer un autre reportage avant qu'on puisse continuer. C'est le reportage dans lequel l'ancien vice-premier ministre italien accusait la France d'appauvrir l'Afrique et d'être responsable, bien sûr, de ces flux migratoires vers l'Europe. Le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a affirmé que la politique de la France en Afrique créait la pauvreté et provoquait l'immigration. Je pense que la France est un de ces pays qui, en imprimant de l'argent pour 14 pays africains, empêche leur développement économique et contribue au fait que les réfugiés partent puis meurent dans la mer ou arrivent sur nos côtes. Si l'Europe veut maintenant faire preuve de courage, elle doit avoir la force de faire face au problème de la décolonisation de l'Afrique. Le leader du mouvement 5 étoiles a déclaré que la France manipulait les économies et empêchait le développement de 14 pays africains utilisant le franc CFA. L'absence de développement des pays africains, car au lieu de les aider en Afrique, nous devons les laisser en paix chez eux, rester chez eux. Et lorsque je dis nous, je parle de ces États européens comme la France, qui pendant ces années, les exportations de matières premières ont été bénéfiques grâce à l'impression d'une devise pour 14 États africains qui ont également eu des retombées positives sur leur économie. Pour le vice-premier ministre italien, la politique de la France en Afrique favorise en effet l'immigration massive des Africains vers l'Europe.
La France est un État de l'Union européenne. Mais nous ne pouvons pas prétendre que cette dynamique n'existe pas. Toujours dans le cas de la guerre en Libye en 2011, nous avons assisté à un bombardement fou qui a créé tous les problèmes que nous avons avec l'immigration. On va terminer donc avec ce dernier volet, probablement l'avant-dernière question. C'est un peu votre commentaire ou quelle analyse faites-vous de ces bouleversements observés au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Je parle ici de la recrudescence des coups d'État, une série de coups d'État au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous percevez ces mouvements, ces bouleversements? Moi, je perçois ces bouleversements comme des changements. Le retour des soldats à la tête des pays africains? Non, la question n'est pas le retour des soldats sur la tête des États africains, sinon que la question en est, il ne s'agit pas avant d'être soldat, on est d'abord civil. On est d'abord citoyen du pays. Qu'il soit soldat ou civil, s'il est quand même prêt à défendre les intérêts des Africains, nous, on est là. On n'a pas besoin d'une démocratie imposée. C'est-à-dire notre démocratie et notre manière de vivre, nous devons le définir nous-mêmes par nos propres paradigmes et par nos propres réalités. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, on voit jusqu'à preuve de contraire, nous l'appuyons. Parce qu'il marche dans l'intérêt des Africains, il défend nos intérêts et il a fait face à la France. Et la France qui est l'ennemi, que tout le monde sait que la France est l'ennemi. Donc, s'il faut un militaire qui peut quand même assumer ses responsabilités, pourquoi pas? Et les civils, on sait comment les civils viennent au pouvoir, on sait comment on organise les élections en Afrique, on sait comment tout est organisé et tout est orchestré. C'est comme les militaires, c'est comme dans un autobus. Quand on est dans l'autobus et que le conducteur prend le volant, les passagers voient que le conducteur nous conduit au péril. Donc, il est normal que les passagers prennent leurs responsabilités. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Amine Maïga. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse donc quelques secondes pour conclure, mais à la question que voici, en fait, c'est pas une question, hein, c'est juste un mot sur la perte qu'a connue l'Afrique, notamment le décès du professeur Kalala Omotunde. Un Kalala est parti, mais il a laissé derrière lui des millions de Kalala. Donc, Kalala est parti se reposer. Et nous, et la nouvelle génération, et toute cette jeunesse qu'il a formée derrière lui, assumera. Nous assumerons tout ce qu'il a fait et nous essayons d'avancer, d'aller au-delà de ce qu'il a laissé. Il peut partir se reposer en paix. Il a fait ce qu'il a fait. Le ballon est dans notre camp. C'est une promesse que je lui fais. On va continuer le combat. Et merci à vous pour l'invitation. Je remercie la télévision TLR et toute la population africaine. Merci, c'est un honneur de changer avec vous. Merci, Monsieur Amine Maïga, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes activiste panafricaniste et entrepreneur malien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre temps si précieux à nous suivre. Likez, partagez pour vulgariser l'information. À ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines publications. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.